Cette semaine à Hockey le Magazine, on vous présente nos segments habituels avec Perfo Élite, Philippe Roy notamment qui sera avec nous, avec Colec Édition et Alex Barré-Boulay qui y sera, et avec le trio hockey, Pierre Gervais et Éric Dupont vous présenteront des pièces d'équipement à surveiller à l'approche du temps des fêtes. On aura également une entrevue que je vous présente dans quelques instants avec Pascal Vincent, entraîneur-chef du Rocket de Laval, avec qui j'ai eu la chance de m'entretenir au début du mois de novembre. Mesdames et messieurs, bienvenue à Hockey le Magazine. Hockey le Magazine est présenté par Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du Hockey. En collaboration avec Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins que les athlètes de haut niveau. Et par la plus grande dynastie. En vente partout, dès maintenant. Cette semaine, Hockey le Magazine a le plaisir de consacrer une bonne partie de son émission avec une rencontre avec l'entraîneur-chef du Rocket de Laval, Pascal Vincent, qui est avec nous. Pascal, merci de prendre le temps de venir t'asseoir avec Hockey le Magazine. Ça me fait plaisir. Pascal, on se rencontre au début du mois de novembre. Je sais qu'au niveau de la patinoire, les choses se passent bien pour toi, mais j'ai envie de savoir, l'homme derrière l'entraîneur, comment ça se passe ta vie dans les dernières semaines, l'adaptation à le retour au Québec après plusieurs années loin de la maison. Comment tu vas? Bien, je suis revenu à la maison. On est vraiment très heureux. Bon, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on était partis. En fait, j'ai passé 13 ans à l'extérieur du Québec, mais avant ça, j'étais revenu pour 3 ans seulement avec le Junior de Montréal. Ouais. Avant ça, j'étais 9 ans au Cap-Breton, donc... C'est presque aussi loin que le Manitoba, le Cap-Breton. Quasiment. Pas tout à fait, mais quasiment. Donc, on est très heureux. Pascal, les derniers mois de ta vie ont été rapides un peu. Cet été, il y a eu le départ de Jean-François Houle qui a pris un peu les gens par surprise, puis ton retour aussi au Québec. Comment s'est passé ton été de déménagement à travers le camp des recrues du Canadien, à travers ton camp d'entraînement à toi, à travers tout ce que tu avais à gérer? Est-ce que tu as pris le temps de prendre ton souffle un petit peu dans tout ça? Pas vraiment. Ça, c'est le côté qu'on parle pas nécessairement. Là. J'avais un domicile, j'avais acheté une maison à Columbus. Puis ma fille, elle est à l'école là. Donc, lorsque les choses arrivent, puis bon, on s'est entendu avec le Canadien pour coacher le Rocket. Maintenant, faut que tu vendes la maison, faut que tu la mettes sur le marché, faut que tu la prépares pour la vendre. Faut que tu trouves une place ici, trouver une école pour ma fille. Donc, ces semaines-là, ça a été intense. Intense, on va dire ça comme ça. Ça a été intense. Mais en même temps, tu sais, la bonne affaire, c'est qu'on venait à la maison, donc c'est pas comme si je déménageais dans une ville que je connaissais pas. Ouais. On connaissait les milieux, on connaissait... Tu savais qu'il y avait du beau qui s'en venait. Oui, exactement. Donc, tu sais, c'était intense, mais en même temps, on était excités de revenir à la maison. Donc, ça a été des semaines qui étaient très occupées, mais en même temps, c'était un genre d'occupé qui est le fun. Sur le plan sportif, comment tu as approché ce retour-là? Je sais que, ton départ de Columbus, c'est pas ce que tu aurais souhaité, évidemment. Être dans la Ligue américaine, c'était peut-être pas ça à ce moment-ci de ta carrière que tu aurais voulu. Comment tu as approché ce défi-là de revenir dans la Ligue américaine? Est-ce que tu as considéré de prendre une pause un peu ou tu voulais vraiment coacher dès cette année? Non, écoute, j'ai eu d'autres opportunités de discuter avec d'autres équipes. J'ai parlé avec d'autres équipes aussi. Puis mon objectif, c'était de rester dans la Ligue nationale. J'avais coaché dans la Ligue américaine pendant 5 ans. Maintenant, comme j'ai expliqué dans le passé, Montréal, c'est différent. Puis la Ligue américaine à Laval, pour moi, c'est différent. Je suis à la maison. Donc ça, c'était une option qui était très intéressante. Par contre, si ça n'avait pas été Laval, je suis pas certain que je serais retourné dans la Ligue américaine. Donc, de revenir à la maison, de coacher à Laval, d'être proche de ma famille, d'être dans mon plat. Tu sais, on est ici dans l'aréna, puis les matchs commencent. Ouais. J'ai dit ça dans le passé, puis je me répète, mais j'ai l'impression que je suis avec ma gang, je suis avec ma famille, puis on joue contre une autre équipe. Je suis curieux de t'entendre parce que tu parles du côté spécial qui est le Canadien, puis souvent on entend des joueurs, des entraîneurs dire le Canadien, c'est spécial. Au quotidien, qu'est-ce qui fait que le Canadien, c'est spécial? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu te sens pas avec l'organisation des Jets ou des Blue Jackets, sans rien enlever à ces organisations-là, mais qu'est-ce qui fait en sorte que tu dis « wow, c'est spécial ». Bien, je veux pas comparer. C'est sûr que le sentiment d'appartenance est différent. Par contre, j'avais jamais travaillé pour le Canadien ou l'organisation du Canadien. Et puis, je connaissais le prestige du logo, puis de l'histoire, puis des gens qui ont passé ici. Donc ça, je connaissais ça. Par contre, d'avoir jamais vécu au jour le jour avec eux autres, ça, c'est nouveau.
Écoute, la grande qualité des gens. On cherchait une école. Jeff Monson nous a aidés là-dedans. Écoute, c'est le Pas tous les propriétaires qui auraient fait ça, nécessairement. Non, là, le propriétaire des Jets aurait fait ça aussi. Là, M. Chipman, j'ai appris à le connaître. C'est une bonne personne. Mais c'est plus que ça. C'est comment les gens veulent t'aider, comment ils sont... Dès la première semaine, je me suis senti comme si j'avais toujours été là parmi l'organisation. Au camp du Canadien, on était tout le monde ensemble, on partageait, on échangeait, on dialoguait. Et puis, c'est comme ça depuis le début. Donc, c'est très inclusif comme mindset. Puis, tu rentres dans la famille, puis tu fais partie de la famille. Pascal, merci pour ces commentaires. On va s'arrêter pour une pause, puis on va te retrouver au retour de la pause pour poursuivre la conversation. Excellent. Salut les boys! Ouais, salut Alex! J'ai trouvé ces cartes-là dans un paquet cette semaine. Ah, nice! Upper Deck Allure. C'est un produit qui porte bien son nom. C'est des cartes qui sont vraiment belles, toutes chromées, un peu comme au British Platinum. Mais il y a des variantes aussi comme découpées, avec un design un peu plus funky. Il y a aussi des cartes signées, des cartes avec des jerseys, puis des patchs. Ça fait vraiment différent de l'autre, puis il y a beaucoup de patterns et de couleurs différentes. Ouais, mais c'est le fun de voir toutes les couleurs. Puis si je me fais à la photo, je pense que c'était mon premier match dans la Ligue nationale. C'était contre quelle équipe? Les Hurricanes, la Caroline. Il n'y avait pas de partisans, donc c'est facile de le remarquer. Est-ce que vous avez gagné? On avait gagné 4-0. Nice. 4-1. OK, quand même. Ce qui nous amène à la question de la semaine. Qu'est-ce qui rend la série Allure unique à son genre? Est-ce A, l'allure des cartes? B, on y retrouve des cartes d'équipe Canada? Ou C, on peut faire l'arc-en-ciel, mieux connu sous l'appellation Rainbow? La réponse après la pause. Avant la pause, on vous demandait ce qui rendait la série Allure unique en son genre. La bonne réponse est C. Qu'est-ce que ça veut dire arc-en-ciel? Arc-en-ciel, ça veut dire que tu peux avoir des cartes qui sont rouges, bleues, vert, jaune, orange, noir même, si tu veux, pour tout faire un arc-en-ciel. Quand tu places une carte à côté de l'autre, en fait, ça fait un bel arc-en-ciel. Ah, ça fait du sens. Ouais, merci beaucoup les boys, on se voit la semaine prochaine. Yes. On se retrouve cette semaine chez Perfo Elite avec notre collaborateur Philippe Roy qui est avec nous. Philippe, cette semaine, tu avais envie de parler de repos un peu chez les joueurs et de gérer également la surcharge de travail que peuvent avoir les jeunes au cours d'une saison. On le dit souvent, les saisons de hockey sont malheureusement parfois de plus en plus longues, le repos est de plus en plus court. Toi, comme préparateur physique, tu as toute une charge de travail, toi aussi, à gérer pour s'assurer que les jeunes soient optimales en fin de saison? C'est effectivement ça. C'est toute une question de monitoring où est-ce qu'il faut prendre en considération pas juste les pratiques, les matchs puis les off-ice, mais les jeunes ont aussi de l'école ou ont d'autres problématiques autres dans la vie. Il y a beaucoup d'autres Exactement. choses. Donc, ce que ça fait en sorte que ça impacte tout ce qu'on va faire, que ce soit sur la glace ou que ce soit aussi dans le gym. Donc, il faut prendre en considération tout ça. C'est un peu comme la charge de travail qu'un athlète peut prendre. C'est un peu comme une carte de crédit où est-ce que si on la load trop, bien, ça va être difficile à commencer à faire descendre ça. Donc, généralement aussi, il y a des athlètes qui vont aller au-delà de leurs limites de crédit, donc de charge de travail. Puis là, ça devient extrêmement dur de revirer ça puis d'être capable de justement récupérer. Toi, comme préparateur physique, je pense que tu as des outils que tu peux utiliser pour essayer de savoir si quelqu'un est vraiment en surcharge de travail ou non, parce que parfois, un athlète va te dire « Non, je suis correct », mais dans les faits, il ne l'est peut-être pas tout à fait. C'est quoi les outils que vous avez pour contrôler ça? Nous, on utilise 2 outils généralement. Donc, le premier outil, c'est assez simple. C'est un questionnaire que les athlètes doivent nous remplir à toutes les semaines, que ce soit les athlètes qu'on encadre dans les contextes de groupe, d'équipe, ou à l'individuel. Puis à partir de ce questionnaire-là, ça nous permet d'avoir un score de readiness. Donc, à partir de ce score-là, on peut voir si on est à notre baseline qu'on a fait au début de l'année ou on est en dessous ou au-delà. Donc, à partir de là, on est capable d'ajuster les entraînements de nos athlètes. À l'individuel, dans un contexte de groupe, ça se fait super bien. Ou on utilise, quand on a la chance de pouvoir soit les suivre en ligne, mais aussi en présentiel, d'utiliser un test de saut qui nous donne un indice de force réactive. Donc, une mesure qui est un peu sur comment que je peux expliquer le système nerveux, de façon grosso modo, c'est que le système nerveux, à quel point il est prêt, apte à performer. Donc, à partir de là, bien, ça nous permet de voir est-ce qu'encore une fois, on est au-delà, en dessous de notre readiness pour ajuster les entraînements. Et une fois que tu fais passer ces 2 tests-là, supposons que tu as des données qui te disent qu'un jeune, un athlète est en surcharge de travail un peu, comment tu gères la suite? Est-ce que c'est aussi simple que de lui dire cette semaine, tu viens pas au gymnase ou c'est plus complexe que ça? Non, c'est beaucoup plus complexe que ça parce qu'il y a des ratios aussi à respecter au travers. Tu sais, si on est 10 en dessous de notre baseline, on va s'enligner sur X, Y chose. Si on est à 5 fait que ça, c'est toute une question de prendre en considération, puis aussi de voir la fluctuation. Est-ce que l'athlète fait tout le temps des jumps en haut, en dessous,
ou si c'est vraiment quand même steady qui commence à descendre ou monter. Donc, à partir de là, ça nous donne une bonne indication sur comment est-ce qu'on doit intervenir avec lui. Des fois, c'est tout simplement de venir y jaser dans le bureau. Alors, regarde, on voit que si ton sommeil, ta récupération, c'est là que tu as plus de difficultés. On va essayer de l'optimiser. Puis des fois, c'est vraiment juste à partir de certains petits détails qu'on est capable de pouvoir remonter notre fameux readiness. J'ai envie de t'entendre, Philippe. Est-ce que tu as de la pédagogie à faire avec les jeunes ou avec les parents, par exemple, pour leur faire comprendre que c'est pas nécessairement en y allant de plus en plus fort à chaque jour dans le gymnase que ça va donner des résultats concrets? Je suis certain qu'il doit y avoir des jeunes qui sont pas mal intentionnés, ils veulent seulement s'améliorer, mais parfois ça devient trop un peu. Oui, bien, tu sais, ça, on le voit souvent, puis souvent, qu'est-ce qui va arriver, c'est que les parents ou les jeunes vont voir leurs coéquipiers, leurs amis en faire plus, puis devenir meilleurs, exemple, niveau M13. Fait que là, c'est un peu le chemin. Si lui le fait, exact. Si lui le fait, moi, je dois le faire aussi. Ouais. Puis, ça vient un peu un cercle vicieux, en quelque sorte, où est-ce que c'est beaucoup... c'est ce qu'on doit éviter le plus possible. C'est dur à dire, puis c'est dur à faire parce que on voit notre ami, notre collègue M13, il est super bon, il fait plein de skills power skating et ça n'arrête plus. Mais il faut le voir sur un développement sur le long terme. En même temps, chaque corps est différent aussi. Chaque corps est capable d'accepter une charge de travail qui est différente. Exact. C'est quelque chose de super important à comprendre. Puis, c'est pas nécessairement être le meilleur scoreur M13 qui compte. C'est ce que tu veux, c'est généralement performer sur le long terme. Ouais. La durée, un athlète va atteindre son pic à peu près 28 ans. Donc, rendu à 13 ans, c'est pas là que tu dois être le meilleur scoreur. C'est là que tu dois faire attention à ton corps aussi quand il est en croissance, en développement. Oui, les blessures peuvent survenir, puis là, plein d'autres problématiques. Philippe, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Cette chronique équipement est une présentation de Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Bonjour tout le monde, très heureux d'être de retour cette semaine pour une chronique d'équipement en compagnie d'Éric Dupont, spécialiste hockey. Éric, le temps des fêtes, les gens cherchent des propositions, des idées cadeaux. Je pense qu'ici, c'est une caverne d'Ali Baba. C'est le bon mot, Pierre. Effectivement, ici, c'est vraiment l'ultime magasin pour le cadeau, les cadeaux du temps des fêtes. On a tellement de choix pour le joueur, la joueuse, les parents, le fan. Peu importe, si tu aimes le hockey, c'est sûr qu'on a un cadeau pour toi ici. Mm-hmm. Mais Pierre, avant de commencer de parler des cadeaux, je serais curieux de savoir, avec ta longue histoire avec les Canadiens dans le hockey professionnel, tu as sûrement une anecdote qui est arrivée pendant le temps des fêtes. Tu sais, nous, le temps des fêtes, la plupart des gens relaxent, ils ont du plaisir en famille, mais les joueurs des Canadiens en particulier, je sais qu'ils voyagent souvent pendant le temps des fêtes. As-tu une histoire par rapport à ça? Oui, j'ai plusieurs anecdotes, mais moi, j'ai toujours trouvé le temps des fêtes sur la route tellement triste parce que ta famille est à la maison, tes enfants vont pas à l'école, les hôtels sont vides. Fait que, tu sais, c'est un genre de... C'est pas une bonne période de l'année pour être sur la route pour les joueurs de hockey. Mais je me rappelle d'une tempête de neige quand on était resté à Long Island. Écoute, ça tombait. Là, dans le temps de dire, il y avait 2-3 pieds de neige. Bob Gainey avait décidé, pareil, de se rendre à l'aéroport pour essayer de partir, mais il n'y avait aucune chance qu'on parte là. Donc, on était reviré à l'aéroport, puis dans le temps de le dire, le pilote a dit « Aucunement question qu'on parte d'ici ». On est revenu à l'hôtel. Il restait presque plus beaucoup de chambres parce que tous les gens de Montréal étaient descendus de là-bas. Fait qu'on a passé une belle soirée au Marriott dans le stationnement à Long Island, pareil, avec les fans du Canadien, mais pas trop comique. Ah, je comprends. Les idées cadeaux, tu as les mini-bâtons. Les mini-bâtons, c'est quelque chose qui est évident, qui est populaire depuis quelques années, mais on dirait que d'année en année, il y a un engouement différent. Ils sont vraiment beaux, c'est vraiment bien. Hein? C'est vraiment des répliques, des mini-répliques des bâtons à grandeur qu'on utilise sur la patinoire. Là. Des bâtons faits en composite, très populaires. Bauer, CCM, Warrior, Sherwood. Tous les manufacturiers en font. C'est très beau et ça s'offre très bien en cadeau à Noël. Effectivement. Tu as des bas, je crois. Des bas, comme je disais, bas de couleur. Ouais, exact. Comme je disais, comme on est la destination pour les cadeaux du temps des fêtes, que ce soit les bas Major League Soccer, si on voit Connor Bedard, puis Cole Caulfield. Ça se donne bien, ça. Tout le monde aime très bien. Ça se donne bien. La plupart d'entre nous portent des bas. Ça fait que ça se porte bien. Mais c'est sûr qu'avec des bas, ça te prend aussi un jersey ou un chandail réplique.
un des produits les plus en demande cette année, c'est le jersey de la victoire de Montréal. C'est très beau, d'ailleurs. Dans la LPHF, oui, tout à fait. beau, Des belles couleurs. Oui. C'est leur nouveau logo pour la saison, un nouveau jersey. On tient les 6 équipes de la LPHF, mais le jersey de Montréal, c'est vraiment celui qui s'offre très bien en cadeau. Ça, celui-ci, je pense que c'est sur les Blackhawks qui vont porter... Exact. Dans quelques semaines, à la Classique hivernale contre les Blues de Saint-Louis. Là, on a le jersey de Conor Bedard, une réplique. Mais c'est un très beau jersey. Puis il y a plusieurs fans des Blackhawks au Québec. C'est une équipe très populaire. Donc, une autre idée. J'ai toujours adoré le logo des Blackhawks. Là. Personnellement, là, je trouve ça... C'est un des plus beaux. D'ailleurs, dans mon sous-sol, j'ai un seul chandail d'une autre équipe. C'est le chandail des Blackhawks de Chicago. Ça m'a toujours fasciné quand j'étais jeune, même si j'étais un partisan du Canadien. Maintenant, durant le temps des fêtes, il faut continuer à bouger. Il faut se maintenir en bonne forme. Je pense que tu as le hockey shot. En effet, Pierre se fait les tuiles, hockey shot, ou même Bauer en fait aussi. Ça devient de plus en plus populaire au Québec, surtout pour les gens qui aimeraient avoir le sous-sol de rêve ou le garage de rêve pour s'entraîner. C'est vraiment des surfaces faites pour patiner. Donc, un petit entretien nécessaire, très facile d'assemblage. C'est vraiment quelque chose de très, très intéressant. Pour ne pas perdre la touche, surtout qu'évidemment, il y a de moins en moins de patinoires extérieures. Alors, on peut moins pratiquer à l'extérieur, fait que c'est une bonne idée. Ouais. Alors, Éric, bien, merci beaucoup. Très pertinent. On se revoit la semaine prochaine pour Jean-Pierre et pour Liège, je crois. Ouais. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup. On se revoit la semaine prochaine. On est de retour à Hockey le Magazine avec l'entraîneur-chef du Rocket de Laval, Pascal Vincent, qui est notre invité. Avant la pause, on a parlé de son arrivée avec le Rocket de Laval, mais j'ai envie de vous faire découvrir un peu l'homme et l'entraîneur qu'il y a aussi dans tout le parcours que tu as connu dans les dernières années, Pascal. Quand je dis dans les dernières années, je vais remonter à il y a 30 ans. Comment ça a commencé pour toi, le côté coaching? Tu as commencé au début des années 90, après ta carrière dans la LHJMQ. Je crois que c'est avec les Lynx de Saint-Jean dans le Midget 3A. Qu'est-ce qui t'a amené à... Le junior majeur. Dans le junior majeur et ensuite dans le Midget 3A. Ensuite, si je ne me trompe pas, qu'est-ce qui t'a amené à devenir entraîneur à 23, 24, 25 ans? Bien, c'est un concours de circonstances. J'ai joué, après mon junior, je suis allé dans la East Coast. J'ai joué 1 an à Knoxville, Tennessee. Une métropole? Ouais, ben écoute, je parlais pas anglais, donc l'accent du Sud, c'était compliqué encore plus. Mais après une année, j'ai réalisé que j'étais pas assez bon. Mon rêve, c'était la Ligue nationale ou rien. J'ai réalisé, j'aurais dû le réaliser avant, mais il fallait que je me rende au bout. Finalement, je suis revenu, puis moi, je m'en allais... je voulais faire ma physiothérapie, ensuite ma médecine. Un de mes grands chums, Jacques Tweg, qui est maintenant un chirurgien orthopédique, il a fait sa physio, puis je voulais suivre pas son chemin, mais le même cheminement. Ouais. Et puis finalement, lorsque je suis revenu, j'ai reçu un appel d'un ancien coach, Claude Terrien, pour qui j'avais joué junior. Puis lui, il avait eu la job à Saint-Jean-sur-Richelieu pour coacher le junior majeur. Léo Guy Morissette, qui est récemment décédé, malheureusement, mais était propriétaire. Et puis Claude me dit, bien écoute, moi, dans ce temps-là, c'était pas temps plein, tu vis dans la ville, Claude, tu es un facteur. Donc, il a besoin de quelqu'un. On avait une belle relation joueur-entraîneur lorsque je jouais pour lui. Fait qu'il m'a dit, j'ai besoin d'un adjoint. Puis je me suis dit, bien, je vais l'essayer pendant 1 an, parce que moi, mon idée était faite, je m'en allais à l'école. Et puis, j'avais 21, 22 ans à ce moment-là. Et puis, depuis ce temps-là, c'est juste que j'ai eu des contrats à chaque année depuis ce temps-là. Donc, je suis encore supposé de retourner en physio pour faire ma médecine après, mais c'est juste C'est retardé à chaque fois de quelques années. Ouais. C'est comme ça a commencé. Est-ce que ça t'arrive de repenser aux années dans la LHJMQ qui ont suivi ensuite le Cap-Breton, le Junior de Montréal aussi? Je sais que maintenant, la vie va vite dans le hockey pro, mais quel souvenir tu gardes de ces années-là que tu as vécues dans la LHJMQ? Bien, écoute, d'excellents souvenirs. Je sais que je suis un peu plus vieux, là, mais à ma première année, Georges Larac jouait pour nous, José Théodore. On avait, écoute, ça fait longtemps, là. Georges, ensuite de ça, je suis allé au Midget 3 pendant 3 ans et demi, 4 ans. Puis j'ai reçu un appel du Cap-Breton. C'était Danny Dubé, qui était l'ancien GM. Puis là, lui, il venait de partir, mais il était encore consultant. Puis il avait entendu parler de moi quand j'ai rencontré Gaétan Larue, qui était à ce moment-là le directeur général. Puis moi, bien, sans leur dire, je voulais y aller pour vivre l'expérience du junior, mais je voulais surtout apprendre l'anglais. Fait que je suis allé là, mais
malheureusement pour le coach qui était là, 10 games après le début de saison, il s'est passé quelque chose puis il s'est fait congédier. Donc, ils m'ont mis en poste. J'ai dit non, j'ai refusé la job. Je parle pas anglais, je peux pas coacher un club. C'est majoritairement composé de joueurs anglophones. Puis ils ont dit, ben tu vas trouver une façon. Fait que, tu l'as appris à vitesse grand V, l'anglais. Ouais, mais les joueurs ont été incroyables. La première fois que je leur ai dit, c'est les boys, j'ai besoin d'aide. Peut-être si vous comprenez pas ce que je dis, venez me le dire, venez me voir, on va travailler ensemble. Moi, je vais vous parler de hockey, vous autres, aidez-moi avec mon anglais. Puis c'est de même que ça a commencé. Puis ensuite de ça, je suis venu. Mes 9 ans au Cap-Breton étaient extraordinaires. J'ai rencontré un paquet de gens, ça m'a formé, ça m'a donné l'avantage de parler anglais. Puis ensuite de ça, je suis venu à Montréal. Et je pense que si j'étais pas venu à Montréal, puis Team Canada aussi, là, Team Canada, faire partie du programme, je pense pas que j'ai l'appel de Winnipeg. Parce que de sauter du junior à la Ligue nationale, c'est un gros step. Fait que je pense que je suis un gars chanceux. Je suis tombé à la bonne place. Tu as créé ta chance aussi. Je pense que tu es modeste, tu es mais tu as créé ta chance aussi. Tu es un bon entraîneur. Oui, mais j'ai travaillé fort. Et je pense qu'une de mes plus grandes forces, c'est m'entourer de bonnes personnes. Donc, c'est ça que j'ai essayé de faire tout au long de ma carrière. Mais est-ce que je travaille fort? Oui, je travaille très, très fort. Puis je tente de m'améliorer tout le temps. Par contre, j'ai été dans des bons endroits au bon moment. Je vais te poser une question peut-être en terminant, puis je sais qu'elle sera peut-être pas simple à répondre. De quoi tu es le plus fier dans ta carrière d'entraîneur? Que ce soit les années que tu as vécues dans la LSJMQ, les années dans le pro, l'an dernier d'être entraîneur-chef dans la LNH. Je ne sais pas si pour toi, c'était ça l'accomplissement ultime. De quoi tu es le plus fier quand tu repenses des fois le soir avant de te coucher là, à ce que tu as vécu depuis 30 ans dans le coaching? C'est rien de ça. C'est rien de ça? Et non, c'est... J'avais quelques hypothèses, mais vas-y avec la tienne. Non, c'est ma passion pour le sport, puis d'avoir eu la conviction. Parce que à plusieurs occasions, après 2 ou 3 ans au Cap-Breton, tu te dis, où c'est que tu t'en vas avec ça, là? Tu sais, je pourrais retourner aux études, puis avoir vraiment une belle vie en physio ou en médecine, puis une vie stable ou plus stable. Parce que la vie de coach de hockey, t'as aucune stabilité, t'as aucune... Tu te fais congédier demain matin, ça se peut que ça l'arrive, là, on ne sait jamais. Mais d'avoir continué à travailler puis à croire, même quand ça allait un peu moins bien, je pense que c'est ce que je voudrais enseigner à mon enfant aujourd'hui, c'est de pousser, de continuer à travailler, d'avoir des convictions puis de travailler avec cette confiance-là que les bonnes choses vont arriver si tu fais les bonnes affaires. Donc, c'est probablement ça que je suis plus fier. Pascal, merci pour les commentaires que tu nous amènes, pour les enseignements qui ont été là. On est chanceux de t'avoir, puis je dis en tant qu'amateur de hockey à Montréal, de t'avoir avec le Rocket de Laval. Bonne chance, puis je suis certain que tu vas retourner dans la Ligue nationale très bientôt. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est tout pour nous cette semaine à Hockey le Magazine. La semaine prochaine, on retrouvera les gens de chez Accès Physio, les gens de chez Colec Édition et du Trio Hockey. Mais on vous présente aussi une entrevue avec Alex Bocage de l'organisation du Rocket de Laval et avec Sylvain Guimont, notre docteur en psychologie du sport qu'on retrouvera pour une 2e fois cette saison. À la semaine prochaine! Hockey le Magazine est présenté par Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. En collaboration avec Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins que les athlètes de haut niveau. Et par la plus grande dynastie. En vente partout, dès maintenant.